Les criminels pris en flagrant délit réagissent souvent de manière inattendue pour sauver leur peau. Un crime qui aurait l'apparence d'une situation au départ inoffensive peut alors connaître un dénouement tragique. Ce fut le cas le 23 juillet 2010, alors que Roland Hardy, un honnête gardien de nuit de 51 ans, a été retrouvé mort dans une mine désaffectée de Saint-Joseph-de-Coleraine. L'affaire est confiée à Jean-François Brochu, un enquêteur chevronné qui compte 35 ans d'expérience à la Sûreté du Québec. On sait maintenant que Stéphane, si c'est bien lui, si monsieur a raison, Stéphane, c'est lui qui est dans notre espadrille, dans notre meurtre. Alors on commence par faire un peu de filature, un peu de renseignements autour de lui, et pour voir effectivement que c'est un individu qui fonctionne dans les vols de cuivre. Alors, l'entonnoir commence à se fermer. Alors, lorsqu'on s'est présenté sur les lieux, Stéphane était à faire son gazon. Et là, dès lors, la réception a été très mauvaise. Il était très peu collaborateur. Il a été difficile de le convaincre de se tasser un peu, si on veut, de se rendre chez lui pour pouvoir avoir une conversation confidentielle. À ce moment-là, on lui explique la raison de notre présence et on lui demande de nous donner de façon volontaire son ADN. Et là, il le refuse catégoriquement, même en insistant pour que les gars quittent. Il n'y a pas d'affaire à eux autres, il ne veut rien savoir. Les enquêteurs ne baissent pas les bras et ils se rendent chez les parents de Stéphane afin de procéder au prélèvement de leur ADN. Sous le choc d'apprendre que leur fils est impliqué dans une affaire de meurtre, ils acceptent de se soumettre au test. On a un match de fait entre l'ADN dans notre espadrille et l'ADN de son père et de sa mère. Alors donc, on continue la surveillance physique de cet individu-là. On effectue des mandats sur ses téléphones cellulaires pour savoir avec qui il parle et est-ce que dans ces relations-là, on va trouver le complice. Et là, il y a une évidence, c'est qu'il est sur la scène de crime, il est sur la scène d'un meurtre. Et l'individu a tout intérêt à nous expliquer la situation s'il n'est pas l'auteur du meurtre. Et il a tout intérêt à se mettre à table. Parce que là, on parle pas d'un vol simple ou d'un vol par effraction, on parle d'un homicide. L'enquêteur Brochu a la preuve irréfutable que l'espadrille appartient à Stéphane. Mais il ne peut prouver hors de tout doute qu'il portait l'espadrille sur les lieux du meurtre le soir du drame. Un élément qui peut faire acquitter le suspect dans le cas d'un éventuel procès. Ben là, à ce moment-là, on a procédé à une podomorphologie, c'est-à-dire qu'en vertu d'un mandat de perquisition, il n'avait pas le choix de nous permettre de faire la technique. La technique était de le faire marcher d'abord dans de l'encre et par la suite sur une feuille blanche. Il devait faire quelques pas sur une feuille blanche pour que l'empreinte de son pied s'imprime bien. Et c'est à partir de cette empreinte de pied-là qu'on pouvait faire la comparaison avec ce qu'on avait trouvé avec la semelle dans l'espadrille. Bon, c'est d'accord, on a quelqu'un dans l'espadrille, là, mais on n'est pas en mesure de dire que c'est lui ou son complice, là. On n'est pas en mesure de dire lequel des deux a asséné le coup mortel. Et ça va être un débat, on le sait. Donc, il faut absolument, c'est un impondérable pour nous, identifier le complice. Et on a procédé à son interrogatoire. Entre-temps, arrivent les résultats des relevés d'appel du suspect. On découvre que les 22 et 23 juillet 2010, dans les 36 heures précédant le meurtre de Roland Hardy, Stéphane a eu plusieurs échanges téléphoniques avec un dénommé Eddie Rivet. Eddie Rivet était un individu qui avait des dossiers criminels. C'était un individu impulsif. C'était un individu qui avait des dossiers criminels de violence. Mais par contre, c'était un individu qui avait quand même un travail, était camionneur, il avait un emploi stable, mais c'était un individu qui avait une propension à la violence. Stéphane, lui, là, faire des vols de cuivre, là, c'était correct là, dans son livre à lui. Là. Mais être accusé d'un meurtre, là, non, là, ça marchait pas. Là. Au début, il voulait pas nommer. Au début, c'est sûr, il voulait pas nommer. J'étais pas seul, j'étais avec quelqu'un. C'est pas moi qui ai fait ça, c'est l'autre. Bon, moi, j'ai pas rien à voir là-dedans. Sauf que là, mon ami, t'es sur un meurtre. Et si on n'identifie pas l'autre, et si on le trouve pas, tu vas te ramasser tout seul avec cette accusation de meurtre-là. Là. T'es là, t'es un complice de meurtre, t'es sûr. Il y a pas d'erreur là-dedans. J'ai fini par comprendre ça. Puis également, lorsqu'on faisait cet interrogatoire-là, faut pas mettre de côté qu'on avait quand même fait l'analyse de ses téléphones et on avait quand même quelques noms à lui suggérer.
des individus avec lesquels il avait parlé, dont particulièrement dans la journée et la soirée du meurtre. Et quand on lui a suggéré le nom de son complice, à un moment donné, il a accepté de dire que c'était ça. Selon Stéphane, M. Desrivets était celui qui avait donné le coup fatal à M. Hardy. Maintenant, ça, c'est la version d'un individu. Il faut quand même, nous, garder à l'esprit qu'il est peut-être en train de mettre, entre guillemets, la chaleur sur quelqu'un d'autre. Il faut nous tenter, il faut trouver le moyen d'établir cette version-là, de la corroborer d'une certaine façon. Et la meilleure façon était, s'il acceptait de le faire, était d'obtenir les aveux de M. Rivet. Plutôt que d'interroger directement Eddie Rivet, les policiers espèrent qu'il s'incrimine lui-même en discutant avec son complice. Une procédure qui n'est pas sans risque. On a réussi à convaincre Stéphane de rencontrer M. Rivet dans un cadre organisé, muni d'un micro caché, pour obtenir les aveux de M. Rivet de façon tout à fait libre et volontaire. Il n'était pas très enthousiaste à l'idée de le faire, effectivement, sauf qu'il a bien compris qu'il était dans une situation qui était une impasse pour lui. Il était complice d'un meurtre, il le savait. Il savait que c'était pas lui qui l'avait commis, dans son esprit à lui, mais il fallait qu'il nous en fasse la démonstration, qu'il nous en fasse la preuve, et il a accepté de le faire. Alors, on le rassure là-dessus que le micro est tellement bien caché qu'il ne le trouvera pas, donc il n'y a aucun risque à ce niveau-là. Et on le rassure également sur le moment où on va le faire, l'endroit où on va le faire et le cadre dans lequel on va le faire. Notre objectif, c'est bien sûr, c'est de pas de mettre sa vie en danger. Là. On ne veut pas un autre meurtre. Alors donc, on s'assure qu'on peut le faire dans un cadre sécuritaire. On fait un plan d'opération dans lequel on va inclure la présence du groupe tactique d'intervention qui vont s'installer et qui vont être en mesure d'intervenir si jamais quelque chose allait mal. Devenir informateur pour la police comporte son lot de risques, surtout si on fait face à un meurtrier. Il suffit pas de porter un micro. Il faut savoir user de tact, se montrer rusé, pour soutirer au suspect de l'information incriminante sans éveiller le moindre soupçon. Il faut préciser qu'on avait un scénario de prévu parce qu'il ne devait en aucune circonstance suggérer des paroles. Et on avait un plan pour la façon de laquelle il allait amener le sujet sur la table, si on veut. Mais, donc, on a pratiqué ça ensemble. Tu vas faire attention, tu diras pas ça, tu diras pas ça. Et on veut que tu dises ça et que tu le laisses parler. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est rendu au domicile de M. Rivet. La rencontre a duré une bonne quinzaine de minutes, peut-être 20 minutes, au cours de laquelle M. Rivet a effectivement fait des aveux, a dit regretter, a dit qu'il avait de la difficulté à vivre avec ça, etc. Il a fait des aveux complets sur sa participation directe au meurtre de M. Hardy. Et c'est une immense satisfaction pour Jean-François Brochu d'obtenir enfin des aveux sur cette affaire complexe. Après de longs mois d'enquête, Eddie Rivet lui raconte avec précision ce qui est arrivé à Roland Hardy le 23 juillet 2010. Ce soir-là, en sortant de son véhicule, le pauvre homme n'imagine pas le danger qui l'attend. Agent 43, rapportez-vous s'il vous plaît. Je répète, agent... M. Rivet, lorsqu'il raconte l'événement, c'est tout à fait corroboré par la lecture de la scène. Et effectivement, c'est lui qui va porter le coup fatal à M. Hardy. C'est-à-dire que lorsque M. Hardy les a surpris, M. Hardy aurait tenté, si on veut, de les contrôler physiquement. Les deux se sont sauvés. Et comme M. Hardy courait après M. Rivet a senti qu'il allait le rattraper. Il a vu le 2x4, s'est arrêté, a pris le 2x4 et en se retournant a donné un coup violent. Son intention, dit-il. Car après tout, c'est pas un meurtre qu'Eddie Rivet avait orchestré ce soir-là, mais bien un simple vol qui devait lui mettre de l'argent plein les poches. Sa réaction a été impulsive, mais le coup porté a été fatal. L'aidant coupable à une accusation d'homicide involontaire, Rivet a été condamné à 15 ans de prison. Stéphane a quant à lui écopé de 17 mois de détention pour vol par effraction. Quant à Jean-François Brochu, il aura une fois de plus démontré tout son savoir-faire.